avec ce métabolisme accéléré de la nicotine, intérêt à bien doser, à bien substituer les femmes. Elles ont des envies de fumer et des symptômes de sevrage qui vont être plus importants à l'arrêt. Il y a des phénomènes de compensation, donc elles vont tirer plus fort pour obtenir leur dose de nicotine. Il y a aussi le diaphragme qui va remonter avec l'avancée de la grossesse et qui va diminuer le volume respiratoire, ce qui va les amener à essayer justement d'augmenter l'inspiration pour essayer de compenser pour avoir leur dose de nicotine. Le volume sanguin qui augmente, le volume de distribution de la nicotine qui augmente et la concentration tissulaire en nicotine, par contre, va être réduite. En ce qui concerne le tabagisme passif, eh bien, il y a des difficultés, méthodologiques, j'en ai parlé tout à l'heure. Quelle est la part du tabagisme in utero et de, l'exposition environnementale? C'est difficile de le dire. Certaines études arrivent à faire, la différence parce que les mamans arrêtent, heu, au moment de la naissance, mais il y a quand même un facteur, hem qui va nuire à la méthodologie. Il y a aussi des facteurs génétiques et surtout les facteurs aussi socio-économiques. En tout cas, l'étude de Helmo-Andes montre, qu'il y a une méthode qui est efficace. Ils ont développé une méthode, qui est comportementale et qui vise, à négocier avec l'entourage. Les femmes enceintes, sont préparées à négocier avec l'entourage pour réduire l'exposition au tabagisme passif et ça a été montré efficace parce que ces méthodes, comportementales vont diminuer l'exposition au tabagisme, réduire la prématurité et réduire, les poids de naissance, qui soient, en dessous de 1 500 grammes. Alors le tabagisme passif, et la grossesse, eh bien, vous avez, davantage de mort fœtale in utero, donc rien que respirer la fumée des autres, peut entraîner un excès, de mort in utero, ce qui est quand même très injuste pour la femme enceinte qui elle-même ne fume pas. On a des poids de naissance qui peuvent être inférieurs à 2,5 kg. On a davantage de prématurité, mais aussi on a des malformations avec des anomalies, du tube neural, des fentes labiopalatines et cetera. D'où l'intérêt, de faire de la prévention, par rapport à ce tabagisme passif et il faut apprendre à négocier avec l'entourage. Et maintenant, on parle en plus de tabagisme ultra passif. Qu'est-ce que c'est? En fait, ce tabagisme ultrapassif, c'est une fois qu'on a fumé dans la pièce, les produits du tabac vont se déposer un peu partout. Ils vont se mettre sur les tapis, sur les sols, sur les murs, surtout sur les tissus, donc les coussins, les rideaux et cetera. Ces objets, ces produits du tabac déposés vont, se transformer, chimiquement de temps en temps, ils vont être remis en suspension et le problème, c'est que les enfants qui, circulent par terre, qui font du quatre pattes, se lèchent les mains, eh bien, ils vont être touchés par tous ces produits, qui sont, toxiques, pour eux et toujours, on voit les parents qui disent pendant la grossesse: «Je fumerai jamais, en présence de l'enfant, je ne fumerai jamais devant lui». Mais en fait, progressivement, il y a toujours des exceptions quand quelqu'un vient et les gens se mettent à fumer facilement ou quand il fait froid, ben, ils fument dans la maison et parfois aussi, les personnes fument, dans les voitures ou dans les maisons quand l'enfant est couché ou quand l'enfant n'est pas là. Sauf que ces produits, ils restent en suspension, ils restent dans les pièces, très, très longtemps et même si, on laisse tout ouvert, sa maison pendant une semaine non-stop et bien, on retrouve tous les produits du tabac, une semaine après. Donc même, si ils fument que, dans la cuisine, par exemple, on ouvre la porte et l'enfant circule partout et respire cette fumée de tabac. Alors quels sont les freins pour avancer? Eh bien, il y a l'industrie du tabac, hein,
qui, fait croire aux femmes que, elles sont beaucoup mieux, qu'elles ont un développement personnel, plus important si elles sont fumeuses. C'est l'image de la femme libre, indépendante, qui est forte, qui, heu, qui arrive à tout manager sur tous les plans, le travail, la vie familiale et cetera. Et vous avez même ils font même participer les bébés pour inciter leur mère à se détendre et à prendre une cigarette. Donc c'est, des publicités qui sont anciennes, mais qui sont, aberrantes. Les freins, du côté des pour la prise en charge, du côté des professionnels, c'est que souvent, ils ne savent pas comment aider au sevrage. Il n'y a pas de formation en tabacologie, en médecine, générale, qui soit vraiment, de qualité. Je crois les médecins généralistes ont 2 heures pour traiter les addictions. Imaginez que c'est pas beaucoup. Alors le tabac, ça fait que une petite partie, donc ils sont un peu pris au dépourvu. Ils ne connaissent pas bien les risques. Ils disent qu'ils n'ont pas le temps et ils pensent être intrusifs et choquer, la femme, en posant la question du tabagisme. Ils ont peur aussi que la patiente s'échappe et aille voir le confrère. Et du côté des femmes, les femmes s'étaient toujours dit: «Quand je serai enceinte, j'arrêterai de fumer. Pour mon bébé, c'est sûr, j'aurai la plus grosse motivation» et c'est là qu'il y a une prise de conscience de la dépendance et elles se trouvent nulles, elles se disent qu'elles y arriveront jamais, qu'elles vont être une mauvaise mère, heu elles craignent aussi de prendre du poids. Parfois, elles se plaignent de, pas de tabac, pas d'alcool, pas de sucre. C'est trop difficile de se priver de tout et puis, il y a ce fameux, message qui est un faux message, hein, comme quoi il vaut mieux fumer 5 cigarettes que d'être stressé, ce qui est complètement aberrant. C'est prouvé par aucune étude scientifique et à savoir que la cigarette entraîne des sécrétions, de d'hormones de stress, vasopressine, catécholamine et cetera, qui vont faire que stresser puisqu'au total, il y aura une augmentation du cortisol et donc un stress accru chez la maman quand, elle fume. Donc cette idée de 5 cigarettes par jour plutôt que d'être stressée, il faut vraiment la combattre. Elle nous a fait beaucoup, beaucoup de tort, et les femmes, se réfugient facilement derrière ce message qui n'en est pas un. Voilà, alors les spécificités, pendant la grossesse, eh bien la femme se trouve bien, bien prise au dépourvu. Elle s'était dit qu'elle arrêterait et puis, elle s'en veut beaucoup. Elle culpabilise, elle subit une pression énorme de l'entourage et cette pression, plus elle est grande, plus elles sont mal dans leur peau et le réflexe d'un fumeur, quand il est pas bien, quand il est mal dans sa peau, c'est d'essayer de prendre une cigarette pour essayer de se détendre. Donc contre-productif, complet de culpabiliser une femme enceinte. Alors c'est pour ça, entre autres, que, heu, moi en consultation par rapport aux femmes enceintes, si elles ne demandent pas quels sont les risques pour la grossesse, de fumer, je ne l'évoque pas parce que souvent elles sont déjà, assez, culpabilisées comme ça de fumer et donc d'en rajouter, ça aggrave les choses. Plutôt voir le côté positif, les bienfaits, de l'arrêt. Alors, qui c'est qui continue à fumer? Ben, déjà presque la moitié des femmes vont arrêter de fumer. Plus des 3/4, qui arrêtent, vont le faire au premier trimestre de la grossesse, mais celles qui continuent, ce sont, les femmes les plus vulnérables, les plus en difficulté dans la vie. Donc les plus jeunes, les primipares, la grossesse est nouveau, et c'est un gros changement de vie pour elles et c'est une prise de conscience de la dépendance. Les femmes aussi qui ont un niveau d'études plus bas, celles qui sont polyconsommatrices, celles dont le conjoint est fumeur et qui tentent la femme, en fumant sous son nez. Celles qui ont des maladies chroniques, des dépressions et cetera, les syndromes de stress post-traumatiques, donc toutes les patientes qui subissent des stress
et des violences de quel ordre que ce soit. Donc les violences sont aussi, très peu repérées chez les femmes enceintes et pourtant, c'est pendant la grossesse qu'il y a, le plus, de violences, conjugales. Donc c'est quelque chose qu'il faut dépister en même temps que le tabagisme. Alors, c'est un petit schéma que j'ai fait, qui est pas basé sur des études scientifiques, mais mes collègues, sages-femmes tabacologues, sont complètement d'accord avec moi. C'est facile d'arrêter quand on prévoit une grossesse et donc c'est un message à faire passer en consultation, de contraception, de dire que quand, vous déciderez d'arrêter votre, contraception, eh bien l'idéal, c'est d'arrêter de fumer avant l'arrêt de la contraception pour faire un arrêt serein, sans se stresser, sans avoir un impératif, immédiat d'arrêt. La conception, c'est aussi une bonne période. Le début de la grossesse est assez favorable puisqu'il y en a beaucoup qui arrêtent. Il y a les nausées qui peuvent être aidantes aussi. Par contre, au 4e mois, est-ce la montée des hormones? En tout cas, là, celles qui ont arrêté facilement les 3 premiers mois, disent quasiment toutes qu'au 4e mois, c'est plus compliqué, que le craving, cette envie impérieuse de fumer, revient plus forte dès le 4e mois. J'insiste aussi sur le 8e mois parce que certaines ont arrêté toute la grossesse et au 8e mois, la peur de l'accouchement, le stress de découvrir leur bébé, de savoir si, il va bien, s'il est en bonne santé, la peur d'avoir mal à l'accouchement et cetera, tout ça, fait qu'elles commencent à refumer quelques cigarettes. L'accouchement est un risque aussi. Heu, Dès lors que la femme a accouché, certaines qui n'avaient pas fumé pendant toute leur grossesse descendent, du service de maternité et vont fumer, à l'extérieur de dans le parc de l'hôpital, parce qu'elles ont tenu pour le bébé et en fait, l'arrêt était pas du tout prévu pour elles. D'autres vont reprendre à l'arrêt de l'allaitement ou d'autres vont reprendre encore quand elles vont reprendre, le travail et que le bébé, sera, mis en garde, en crèche ou chez la nounou. Alors quelle différence avec, le tabagisme des hommes? Bien, les femmes sont plus dépendantes, c'est-à-dire qu'à tabagisme égal, eh bien, elles seront, plus, dépendantes et le test de Fagerström, sera plus élevé chez la femme à un nombre de cigarettes égal que chez l'homme. Le taux de sevrage est beaucoup plus faible chez la femme. Les hormones vont jouer et ne sont pas toujours aidantes. Il y a la génétique. Il y a beaucoup chez les femmes le contexte social et sensoriel et aussi la sensibilité à la dépression et au stress puisque les femmes font plus, globalement de dépression ou ont plus de symptômes dépressifs, que les hommes et elles sont aussi, beaucoup plus sensibles, au risque de prise de poids. Alors, c'est assez compliqué de prendre en charge une femme enceinte. Il se passe beaucoup de choses, chez cette femme enceinte. Il y a un changement statutaire, elle, surtout à la première grossesse, elle était responsable que d'elle. Elle était même si elle était en couple, elle est responsable que d'elle, elle n'a pas à se soucier vraiment de quelqu'un d'autre. Et là, elle va devoir, être responsable d'un petit être et cette responsabilité est parfois difficile à assumer. Trouver la place aussi dans le couple, hein, passer une relation à 2 à une relation à 3, donc trouver l'équilibre. Il y a aussi des changements morphologiques, psychiques qui sont intenses. On a tendance à revivre, heu, le vécu, de sa relation avec sa mère, avec ses parents. Pendant la grossesse se joue il y a l'ambivalence, hein, il y a la motivation, pour, avoir une grossesse, saine, pour que le bébé soit en bonne santé et donc il y a la nécessité, d'arrêter de fumer immédiatement. C'est-à-dire que le cycle de Prochaska, c'est un cycle, pour ceux qui connaissent pas, de maturation, hein. On passe du fumeur heureux de fumer, à l'obligation de s'arrêter sans passer par les différentes phases de ce cycle de Prochaska qui sont des phases de maturation vers l'arrêt. Et bien là, elles sont obligées de passer directement sur la phase, le besoin d'arrêt et c'est compliqué parce qu'elles sont obligées de squeezer un peu des étapes de maturation
et ce phénomène-là peut être responsable de la rechute, en postpartum. Il y a une prise de conscience aussi de la dépendance. C'est-à-dire que, souvent, c'est lors de la première grossesse qu'elles, perçoivent que finalement, elles s'étaient dit qu'elles allaient arrêter, mais que c'est pas si simple que ça. Et elles pensaient qu'elles géraient leur tabagisme et que même avec la motivation du bébé, tout allait être simple puisque, un bébé, c'était ce qu'il y avait de plus important pour elles et donc c'est ça qui est très, très compliqué parce que du coup, elles culpabilisent, elles se sentent une mauvaise mère et c'est très difficile pour elles de vivre ça. C'est compliqué aussi si la grossesse n'est pas prévue et encore plus compliqué si la grossesse n'est pas du désirée et que cette grossesse, va rajouter des problèmes à une vie déjà très compliquée de la femme. Se méfier également du bébé idéal. Il y a des patientes qui, ont une vie, difficile, qui ont eu, des, difficultés relationnelles avec leurs parents, qui ont eu une adolescence compliquée. Ce sont des jeunes adultes avec, des vies, un peu compliquées et le bébé, c'est un peu ce que j'appelle le bébé, médicament, qui, guérit de tout ça et qui fait que, elles se disent qu'avec ce bébé, eh bien, tout sera mieux qu'avec le bébé, la relation sera idéale et qu'elles vont démarrer une nouvelle vie avec avec de l'amour et le bébé qui pleure, ça va les décontenancer et ça va être très compliqué pour elles. Donc attention à ce type de maman qui, heu, qui se projette avec un bébé idéal, par la suite. Ensuite, vous avez le bébé fantasmatique. Vous avez pas mal de femmes qui vous disent: «J'arrêterai à la fin du premier trimestre quand je serai sûre que je ne ferai pas une fausse couche». Vous avez celles qui vous disent que, «J'attends l'échographie, si tout va bien, ça va me motiver quand j'aurai vu le bébé». Et puis, beaucoup qui aussi, m'ont dit, «J'arrêterai parce que je veux allaiter». Comme si la grossesse, c'était pas déjà, il y avait pas déjà le bébé présent. Ensuite, il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a des résurgences du passé, des relations, qu'elles ont vécues avec, leur famille, avec, leur entourage et donc c'est une période de conflictualité intense, de savoir quelle mère elles vont être. C'est une période de grande perméabilité psychique, donc dans les 2 sens, c'est-à-dire que les difficultés vont ressurgir, mais aussi c'est une période de grande réceptivité aux interventions, de motivation, au changement. C'est-à-dire qu'avec un bon accompagnement, elles seront très, très sensibles et très réceptives au changement et donc c'est le moment où les femmes prennent, énormément de décisions, par rapport à leur hygiène de vie et à leur mode de vie. Alors, l'évaluation de la dépendance, hein, c'est, le test de Fagerström comme pour tout le monde, hein. Ce test de Fagerström, il faut l'évaluer comme avant la grossesse. Parce que le test de Fagerström, qui est un test de dépendance physique, est surtout basé sur 2 questions, qui donnent beaucoup de points. La première, c'est le délai de cigarette entre le réveil et le délai entre le réveil et la première cigarette. Les femmes enceintes sont souvent un peu nauséeuses le matin et elles retardent très facilement la première, alors qu'avant la grossesse, elles fumaient, très vite après le réveil. Donc demander comment ça se passait avant la grossesse et aussi, le nombre de cigarettes avant la grossesse pour bien, avoir un test de Fagerström qui corresponde à elles. Parce que les femmes enceintes, spontanément, dans la plupart des cas, si elles n'arrêtent pas, vont réduire le nombre de cigarettes. Donc pour la poursuite du tabac, c'est une souffrance psychique pour ces femmes avec, on l'a dit tout à l'heure, une pression extérieure subie qui est terrible pour elles. Donc les, recommandations, c'est privilégier les techniques cognitivo-comportementales ou un soutien psychologique. Ne pas hésiter à substituer suffisamment, et suffisamment longtemps. Du fait du métabolisme accéléré de la nicotine, surtout après 12 semaines et aussi en lien avec les autres, facteurs, augmentés des besoins en nicotine.
Pour montrer, le métabolisme, de la femme enceinte, donc il y a un petit décalage dans les groupes. Vous voyez que les hommes métabolisent, heu, ils sont à 15,6 pour le métabolisme de la nicotine, les femmes à 17,6 et pour les femmes en période de périménopause ou de préménopause, elles sont à 22,5. Chez les femmes enceintes, on en est à 27, donc un métabolisme important de la nicotine et donc un besoin fort de nicotine. Alors les recommandations, depuis, déjà très longtemps, on a des recommandations pour que les tout professionnels de santé, se prennent en charge, le suivi du sevrage tabagique ou orientent. Sauf que, à ce moment-là, eh bien, on n'avait pas, en 2003, l'autorisation de substituer. Il n'y avait que les médecins et les sages-femmes qui pouvaient, faire des ordonnances de substituts nicotiniques, aux femmes enceintes. Donc là, maintenant, ça s'est amélioré. Donc les médecins, ainsi que les médecins du travail, les dentistes, les sages-femmes, les kinés, les infirmières, tout le monde peut prescrire, aux femmes enceintes pour les aider à arrêter de fumer. Alors la prévention, c'est, au planning familial ou dans les consultations, de contraception, les consultations prénatales, d'infertilité, de prévenir, le tabagisme. Mais aussi ce qui est important, c'est de former les professionnels de santé ainsi que les éducateurs, psychosociaux, les former au sevrage tabagique et surtout ce qui est important, c'est changer l'image de la femme libre qui fume. Donc tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, c'est, la grossesse, c'est une opportunité d'arrêt. Alors les stratégies classiques sont pas très, très efficaces. Ce qui marche le mieux, dans, la littérature, anglo-saxonne, ce sont surtout les interventions psychosociales et les approches, globales de santé. Ce qui est important, c'est, de prendre le conjoint en charge s'il est fumeur, mais aussi l'entourage. Ça peut être les grands-parents, la nounou, la personne qui vit dans le foyer, du couple. Donc de prendre, le maximum, d'entourage en charge sur le plan, sevrage tabac. Alors le savoir-être, c'est ne pas, donner d'injonctions, hein, ne pas, interdire: «Je vous interdis de boire, je vous interdis de fumer», bon pour là, c'était pas de sexe non plus. Heu, c'est très compliqué, c'est pas sur les interdits qu'il faut ni sur la menace «fumer tue», c'est pas trop là-dessus qu'on va jouer pour, aider la femme enceinte qui fume. Ce qui est important, c'est de créer un lien avec la femme, avec le couple, donc travailler en partenariat. La femme, elle est experte de son tabagisme et le tabacologue, ou le professionnel de santé est expert, des outils pour prendre en charge ce tabagisme. Ce qui est très important, c'est le non-jugement. Il faut exprimer son empathie, se mettre à la place d'eux. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on ne juge pas et on est de toute façon avec la personne pour essayer de l'aider. On est dans la bienveillance et c'est un regard qui est toujours positif sur, sur la patiente et c'est son intérêt à elle qui compte et celle de son enfant. Et on travaille aussi sur l'autonomie, c'est-à-dire qu'on essaie de puiser, de faire émerger les ressources, les forces qu'a la patiente, lui faire émerger les ressources qu'elle a en elle pour l'aider à avancer dans son arrêt. Ça, ce sont les grandes lignes juste pour information. Alors pour bien prendre en charge, il faut, lui expliquer que ce n'est pas qu'une question de volonté, que l'addiction, c'est une, perte, de contrôle, hein, de l'objet de gratification et que c'est, le signe fonctionnel, c'est le craving qui est cette envie, impérieuse de fumer, qui fait que,
c'est tenace, c'est prenant et qu'on ne peut pas y échapper, que c'est très, très compliqué, d'y échapper et c'est le mécanisme commun à toutes les addictions que ce craving. On veut arrêter de fumer et en même temps, on veut prendre le produit et donc la femme enceinte, poursuit son tabagisme malgré elle. Donc c'est une maladie chronique, ce n'est pas qu'une question de volonté. Voilà, donc on l'a dit tout à l'heure, la diminution des cigarettes, c'est inefficace en termes de toxicité, mais c'est efficace en termes de comportement. C'est celles qui sont éliminées, ben, c'est déjà important sur le plan, comportemental et il faut toujours le valoriser. La consommation de nicotine accroît le stress et la sensation qui est induite par la prise de cigarette, c'est une détente qui est musculaire et ce qui est intéressant, c'est que le climat hormonal va être favorable à la réduction du craving et notamment, pendant l'allaitement maternel. Donc souvent, les patientes te disent: «Oh mais ma copine a fumé, heu, elle a essayé d'arrêter, elle y est pas arrivée». Donc se poser la question, est-ce que, la patiente, la copine a été suivie de façon efficace? Est-ce qu'elle a eu un traitement adapté? Est-ce qu'elle a eu une prise en charge, personnalisée, sur mesure, globale? Voilà donc chaque personne, est différente aussi et donc c'est pas parce que ça n'a pas marché chez la copine que ça marchera pas aussi, pour elle. Donc toujours une attitude du professionnel empathique, authentique, chaleureuse, non culpabilisante. Poser des questions ouvertes pour laisser s'exprimer la patiente. Donc le but, c'est de créer un rapport collaboratif, toujours renforcer le positif, valoriser le moindre effort qui est, réalisé. Alors l'idéal, c'est le suivi par une sage-femme tabacologue qui connaît, bien la psychologie de la femme enceinte ou accouchée et et aussi c'est beaucoup moins stigmatisant pour les femmes. Quand on donne rendez-vous, aux femmes pour arrêter de fumer, dans un XAPA où, vous avez des personnes qui viennent se sevrer de drogues illicites, avec, une horde de chiens qui ont, des personnes qui ont des looks, un peu particuliers, cela stigmatise trop la femme enceinte qui a plus qu'une envie, c'est de fuir. Donc d'aller à la maternité et d'être suivie par une sage-femme tabacologue, c'est nettement moins stigmatisant que d'aller dans un XAPA qui reçoit un public très très varié. Alors ce qui est important, c'est de transformer aussi la motivation bébé en motivation pour elle-même. Pour essayer d'éviter au maximum les reprises en postpartum et de poursuivre le suivi parce que souvent les femmes sont suivies pendant la grossesse et une fois accouchées, eh bien, elles sont complètement lâchées, par les tabacologues ou, donc surtout, pendant toute la grossesse, parler du suivi en postpartum et sur du long terme si besoin, pour éviter ces reprises. Il faut, travailler sur la confiance en leur arrêt. Souvent, ce sont des femmes qui manquent de confiance en elles-mêmes et donc c'est augmenter la confiance en elles-mêmes et aussi sur leur arrêt et comme je l'avais déjà dit, prendre en charge le conjoint à un rythme aussi assez régulier, pour le suivi. Alors, peut-être qu'on pourrait faire une pause avec des questions sur ce que vous avez déjà entendu avant de parler prescription? Personne ne ne parle? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, on va poursuivre, comme il y a pas de questions apparemment, on va poursuivre le diaporama. Alors, on va parler de la prescription des substituts nicotiniques. Diapo suivante. Alors, je vous ai mis un petit récap
Pour ceux qui ont pas beaucoup de temps, parce que souvent on entend dire ça: «J'ai pas le temps», quand on n'est pas, tabacologue, on n'a pas beaucoup de temps, on doit faire sa consultation, pas se mettre en retard. Donc j'ai mis ce programme pour ceux qui ont pas beaucoup de temps, de manière à augmenter quand même les arrêts chez les femmes enceintes. Donc c'est 10 points, 5 questions et 5 actions. La première, alors on va voir, tout le détail, hein, dans le déroulé. Est-ce que vous fumez? Quoi? Combien? Est-ce que vous avez pris aussi de la bière, du vin, des apéros ces derniers jours ou avant la grossesse? Souhaitez-vous arrêter de fumer? Et les 5 actions, c'est: est-ce que j'ai pratiqué le conseil d'arrêt? Donc je vous conseille d'arrêter de fumer. J'ai remis un flyer, j'ai adressé un tabacologue, j'ai prescrit de la nicotine, j'ai consigné dans le dossier ce que j'ai fait. Donc ça, c'est peut-être un petit fichier mémotechnique que vous pouvez avoir, à la consultation sous les yeux pour, guider votre entretien. Ça vous prend moins de 5 minutes et ça augmente énormément les chances d'arrêt, pour les femmes. Vous commencez à les substituer et aussi vous les orientez, pour que, elles soient pas livrées à elles-mêmes. Donc diapo suivante, on va détailler un peu tout ça. Ai-je posé, les questions suivantes? Fumez-vous? Alors si, elle vous dit oui, donc c'est simple, on va poursuivre l'interrogatoire. Si elle vous dit non, il faut penser à demander: «Est-ce que vous avez déjà fumé?» Pourquoi? Parce que, certaines vous disent, qu'elles ne fument pas, mais elles ont arrêté. Vous Elle est en début de grossesse. Elle peut avoir arrêté il y a 3 jours et elle pense que ça y est, c'est gagné et elle peut reprendre son tabagisme, heu vous, vous pensez qu'elle est non-fumeuse tout le long de sa grossesse et donc on passe à côté d'un accompagnement. Donc avez-vous déjà fumé? Oui, non. Si la patiente dit non, donc félicitations, elle a très peu de risques de se mettre à fumer pendant la grossesse. Si elle vous dit oui, donc savoir quand elle a arrêté de fumer, s'il y a longtemps et surtout, s'il y a pas longtemps, il faut la considérer comme, récente, fumeuse et donc lui proposer un accompagnement. Demandez aussi, même si l'arrêt est lointain, si elle se sent en sécurité sans tabac ou est-ce que elle se sent encore fragile? Parce que si elle se sent encore fragile, elle est à risque de reprise et donc il faut l'intégrer dans une consultation, dans une proposition d'accompagnement pour renforcer sa motivation à l'arrêt. On peut aussi utiliser la méthode des 5 A: Ask, Advice, Assess, Assist, Arrange. Ask, c'est demander, donc c'est du repérage. Advice, c'est conseiller l'arrêt. Assess, c'est évaluer où elle en est dans son tabagisme, évaluer sa dépendance. Assist, c'est, organiser l'arrêt, donc la substituer, l'adresser à quelqu'un qui fait des techniques cognitivo-comportementales si besoin. Et Arrange, c'est organiser le suivi. On travaille, sur les bases d'un entretien motivationnel, donc c'est l'exploration empathique de l'ambivalence, du fumeur face au changement, avec un partenariat coopératif et collaboratif qui vise l'autonomie. C'est tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. L'entretien motivationnel est directionnel et vise à augmenter la motivation au changement et la confiance du sujet en s'appuyant sur ses propres perceptions et en utilisant ses propres ressources. Donc ça, ce sont des méthodes, que l'on peut aussi utiliser. Alors deuxième question, c'est quoi? Qu'est-ce que vous fumez? Cigarette, cigarette roulée, hem, est-ce qu'elle vapote? Est-ce qu'elle prend des puffs? Est-ce qu'elle utilise du tabac chauffé, du snus? Est-ce qu'elle fume la chicha, du cannabis, des drogues illicites et cetera? Savoir ce qu'elle fume, ce qu'elle vapote. Combien? Alors combien, c'est pour noter l'évolution de la consommation, pour pouvoir évaluer le suivi et aussi, pour permettre de, donner la dose du patch au départ. Donc il faut compter qu'une roulée, c'est équivalent à 2 classiques, donc il faut, quand une femme fume des roulées, monter la dose des substituts et quand c'est des joints, un joint, c'est équivalent à 5 à 7
cigarette en termes de monoxyde de carbone et de produits cancérigènes. Donc quand il y a du cannabis, il ne faut pas hésiter à bien substituer également. Alors une session de chicha, c'est équivalent à 30 cigarettes en termes de monoxyde de carbone et de produits cancérigènes. Néanmoins, ce sont pas les chichas, c'est rarement, un sauf dans certains milieux, enfin certaines cultures. Alors réduire sa consommation, on l'a dit, hein, j'insiste, ce n'est pas, une réduction des risques, mais ça permet, de valoriser les efforts de la patiente et de l'inciter à poursuivre jusqu'à l'arrêt. Et donc le but, ça sera de la substituer pour, qu'elle évite de compenser en tirant plus fort sur les cigarettes qui restent. 4 Je ne sais pas si je suis seule dans le cas, mais je ne vous entends plus. Vous m'entendez? Là, oui, merci. Voilà, donc il y a eu une interruption et le diaporama n'est plus au bon endroit. Ça, c'est ancien, vous pouvez faire défiler. Voilà, la quatrième question. Hop, juste avant, juste avant. Avant encore. Voilà. Ah, il y a la musique aussi, je ne sais pas où, mais voilà. Alors la quatrième question, avez-vous pris de la bière, du vin, des apéros ces derniers jours ou avant la grossesse? C'est d'essayer de voir un petit peu si la patiente était consommatrice, d'alcool, si, l'alcool est un problème pour elle, si elle a réussi à arrêter pendant la grossesse. Voilà, donc j'ai mis cette étude de passé qui me semble bien intéressante. Pourquoi? Parce que quand on repère le tabagisme, on repère presque toutes les consommations, les plus fréquentes. C'est-à-dire que celles qui fument, ben, c'est pas mal elles qui vont être aussi à risque d'être fumeuses de cannabis et aussi, celles qui prennent de l'alcool. Donc c'est le fait de repérer le tabac aide à repérer aussi, les autres consommations. Donc repérer les consommations d'alcool, de cannabis, mais aussi des autres produits. Il va falloir repérer. On dirait Oui, que je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai été, coupée donc je remercie Lucie de remettre le le pas de problème. diaporama. Voilà, merci beaucoup, hein, désolée de ces coupures techniques. Alors, ai-je pratiqué, le conseil d'arrêt? Je vous conseille d'arrêter de fumer, ce qui est important de rajouter, c'est: «Il existe des traitements efficaces pour arrêter de fumer». Cette, 2e phrase rajoutée va augmenter les tentatives d'arrêt puisque, les femmes ne savent pas comment procéder et avec les traitements, ça les soulage, souvent d'avoir quelque chose qui va les aider et il faut aussi, leur enlever la peur du traitement parce que certaines ont peur de prendre des traitements comme elles sont enceintes, mais on en reparlera tout à l'heure. Alors, j'ai remis un flyer, donc vous avez peut-être vous-même un flyer pour votre région Grand Est, ou chaque maternité a peut-être des flyers spécifiques ou des sages-femmes tabacologues ont fait leur propre flyer. Sinon, vous avez, sur le plan national des possibilités. Ça, c'était pas du tout prévu d'avoir des coupures, donc j'espère que ça va plus se reproduire. Voilà, donc on a parlé du flyer. Diapo suivante. J'ai adressé un tabacologue. Alors ça, c'est important d'avoir un tabacologue, dans chaque maternité ou d'avoir des référents en tabacologie et si on ne peut pas avoir de tabacologue à la maternité, c'est important d'avoir, un nom, une adresse, mais aussi d'avoir créé un lien avec ce tabacologue pour pouvoir, le présenter, expliquer à la femme qu'il n'est pas là pour la punir, mais qu'il la jugera pas, qu'il fonctionne comme elle, qu'il est très bienveillant.
savoir bien présenter la personne pour qu'elle y aille assez facilement et savoir travailler en réseau, avoir le même discours, les mêmes formations pour privilégier l'arrêt et pas que les discours soient pas divergents parce que dans ce cas-là, la femme ne saura plus quoi faire et ça sera compliqué pour elle d'arrêter de fumer. Diapo suivante. Voilà, j'ai prescrit de la nicotine. Alors, vous n'avez pas l'avantage d'avoir le diaporama avec les effets. Le matin, dès que, le fumeur, se lève assez vite après le réveil en fonction de sa dépendance, il va prendre une cigarette et donc on va avoir un pic de nicotine qui, qui va ensuite, le taux de nicotine va baisser dans le temps, plus ou moins vite suivant les fumeurs et donc quand, le taux sera en dessous de la ligne jaune qui est le seuil, en dessous duquel le fumeur est en manque, eh bien, le fumeur va reprendre une cigarette et va créer ainsi un deuxième pic de nicotine et la journée du fumeur est rythmée avec des pics de nicotine et chaque pic va renforcer la dépendance. L'objectif de, la substitution va être de donner suffisamment de nicotine pour, que, le fumeur se sente bien, qu'il ne souffre pas du manque et l'objectif, c'est d'essayer que, l'arrêt soit, le plus confortable possible. Alors, les aides à l'arrêt, les aides, s'il y a une dépendance physique, eh bien, les substituts nicotiniques vont être intéressants et vont permettre, de favoriser, les chances d'arrêt. Donc, soit l'arrêt est prévu pour le premier jour, sous substitut, mais de plus en plus, on fait, pour ne pas trop stresser, les fumeurs et les fumeuses, notamment les femmes enceintes, on peut proposer un arrêt progressif, avec la substitution. Mais, vous verrez que si on propose un arrêt progressif, il faut quand même très bien doser les patchs comme si on visait, l'arrêt. Alors la varénicline et le bupropion ne sont pas indiqués du tout pendant la grossesse. On peut proposer, des TCC. Alors il y a des méthodes qui ne sont pas validées comme la vape, les sels de nicotine, l'hypnose, l'acupuncture, homéopathie, sophrologie. Si la patiente veut arrêter, et utiliser l'hypnose ou la sophrologie ou autre, eh bien, si ça lui fait du bien, tant mieux, mais lui recommander d'utiliser quand même, en même temps, les substituts nicotiniques, que c'est pas contradictoire. Alors, il y a eu des interventions avec incitation financière. Ces incitations financières pour favoriser le sevrage sembleraient efficaces. De nombreuses études, anglo-saxonnes et maintenant françaises sont en faveur des incitations financières, on le reverra tout à l'heure. Alors le numérique reste à évaluer pendant la grossesse et savoir que, l'accompagnement, c'est, à l'arrêt, c'est un apprentissage. Expliquer aux femmes enceintes que, si, elles trébuchent, si, elles prennent, de temps en temps une cigarette, qu'il y a des petites reprises intempestives, ben, apprendre à arrêter de fumer, c'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, on pose un peu le pied et puis ensuite, on arrive à se débrouiller et on arrive à faire du vélo sans poser le pied. Ben, c'est pareil pour l'arrêt du tabac, c'est un apprentissage et des fois, ben, ça peut prendre un peu de temps. Juste pour vous dire que l'AMM pour la substitution chez les femmes enceintes, elle date de 1997, donc on peut les substituer, depuis longtemps. Alors connaître les outils, je ne sais pas si vous êtes tabacologue ou pas. Donc pour ceux qui ne seraient pas tabacologues, vous avez les patchs qui vont diffuser de la nicotine de façon assez régulière et continue. Donc vous avez des patchs sur, 24 heures, d'autres sur 16 heures avec des dosages, pour 24 heures de 21, 14 et 7 milligrammes et pour 16 heures de 25, 15 et 10 milligrammes. Alors, dans les études, on voit beaucoup chez les femmes enceintes des dosages sur 16 heures. Néanmoins, pour les femmes qui commencent à fumer très vite après le réveil, c'est une perte de chance
pour elles que de ne pas leur donner des patchs sur 24 heures, parce que le risque, c'est que le matin, elles soient en manque et qu'elles fument. Donc, s'il y a besoin, ben, ne pas hésiter à mettre des patchs sur 24 heures pour augmenter les chances. Vous avez des gommes, des comprimés ou des pastilles. Vous avez des dosages qui sont très, très variables, hein, suivant les marques. Eh bien, je conseille pour les femmes enceintes d'utiliser plutôt, des petits dosages parce que les femmes enceintes ont le goût qui est très modifié et elles sont très sensibles, à des goûts un peu forts et les comprimés, les gommes et cetera ont un goût assez poivré, assez fort. Donc pour limiter ça, mais il vaut mieux doser bien le patch et utiliser des formes orales avec des dosages, pas trop, trop forts, pour une meilleure tolérance. L'inhaleur, Nicorette, qui peut être aussi, utilisé et vous avez le spray, buccal. On va revenir sur tous ces traitements. Alors au niveau des patchs, c'est le traitement de fond, de base, puisqu'il va délivrer une dose, très continue et régulière, hein, à travers la peau et qui va passer au niveau du sang et du cerveau. Le patch se met le matin, heu, sur une peau qui est saine, sans trop de poils et à enlever que le lendemain matin. Sauf en cas de trouble du sommeil, si le patch, gêne trop, dérange trop, et entraîne trop de réveils, intempestifs la nuit et que la personne est fatiguée, à ce moment-là, on l'enlève le soir. Mais c'est plus simple si on peut le garder, jusqu'au lendemain matin, c'est plus simple pour, éviter la première cigarette du matin. Alors, il faut leur expliquer, et ça c'est important, que quand on le pose, ça gratouille et que, c'est pas une allergie parce que souvent, elles ont très, très peur d'utiliser les traitements et dès que ça gratte un peu, ça y est, c'est une allergie, il faut pas que j'ai d'allergie, je suis enceinte. Donc elles l'arrachent, elles l'enlèvent et elles disent: «Ça y est, j'ai eu une allergie». Non, non, c'est normal que ça gratouille, ça irrite avec la colle du patch, mais ça passe tout de suite. Et c'est normal aussi, suivant les peaux, d'avoir une petite rougeur sous le patch quand on l'enlève le matin. Donc bien laver, bien hydrater sa peau et changer surtout l'emplacement, tous les jours. On peut se doucher avec le patch, parfois certains se plaignent qu'il se décolle avec la douche. S'il se décolle, on remet un patch neuf parce que souvent ils se mettent un peu en boule et c'est difficile de les recoller. Diapo suivante. Ah, diapo suivante, j'espère que je ne suis pas coupée encore. Là, moi, j'ai la diapo, les substituts nicotiniques, les formes orales. Je ne l'avais Ah, moi pas. j'ai traitement de fond qui reste affiché. Voilà, c'est bon, je l'ai. Merci. Voilà, donc les formes orales, adaptation de la dose. Alors, soit le patch n'est pas assez dosé et de prendre les formes orales de façon très régulière et fréquente va permettre d'avoir un effet patch. Pour compenser l'insuffisance du patch qui n'est pas assez dosé, soit ça va permettre de gérer les moments difficiles. Je prends le café avec la collègue, et bien, au lieu de prendre une cigarette, je vais prendre une pastille ou je vais prendre une gomme, suivant ce que j'ai choisi. Alors, c'est la patiente qui choisit ce qu'elle préfère. Alors, la pastille, on la met contre la joue, on la laisse fondre. Il ne faut pas la sucer, pas la croquer, il faut l'oublier, ça dure à peu près une demi-heure. Si on suce, eh bien, ça va, délivrer trop vite la nicotine qui va donner un goût très poivré dans la bouche. Ça va irriter l'œsophage et l'estomac et les femmes enceintes qui sont très sensibles, à ce niveau-là, vont pas du tout, adhérer pour prendre les pastilles, ou les gommes. Les gommes, c'est pareil, on ne croque pas. Souvent, les gens disent: «Oh moi, je vais prendre une gomme pour me défouler dessus». Non, non, une gomme, on croque un coup ou 2, on attend et puis quand on a encore envie de fumer, on redonne un coup dedans, on croque et puis, on attend. Sinon, pareil, on a trop de ce goût poivré et cette irritation. Et on peut aussi avoir des hoquets. Alors, je vous ai mis jusqu'à 12 par jour parce qu'au-delà, même si on peut en prendre davantage, au-delà, il vaut vraiment mieux monter le patch parce qu'on ne peut pas prendre beaucoup plus de forme orale que ça
par rapport à la bouche, c'est très, très pénible autrement. Alors, l'inhaleur peut aussi être utilisé. L'inconvénient, c'est qu'il n'est pas remboursé. L'inhaleur, c'est ce petit tube en plastique. On glisse une cartouche de nicotine dedans et on aspire du bout des lèvres, comme si on avait un verre une boisson avec une paille et qu'on gardait en bouche. Ce sont des petites aspirations. Si ça fait tout sauter, c'est qu'on envoie trop vers les poumons, donc ça irrite un peu la gorge, mais ce n'est pas dangereux. Donc, il faut leur dire, elles ont appris à fumer, elles vont maintenant apprendre à utiliser l'inhaleur, mais il y a quand même ce frein du prix. C'est dommage parce qu'il y a une gestuelle qui peut aider certaines, mais bon, il y a ce prix il faut pouvoir l'acheter. Et pour les plus démunis financièrement, c'est un peu plus compliqué. Alors, le spray Nicorette, moi, je ne l'ai jamais utilisé pour les femmes enceintes parce que c'est très, très fort. C'est l'équivalent d'une cigarette. Et donc, c'est quand même très fort en goût. Et les femmes enceintes vont pas du tout adhérer. C'est vraiment trop, trop fort. Alors, l'ordonnance, c'est le patch. Donc, une cigarette, pour ce qui est du dosage, c'est une cigarette égale 1 mg de nicotine. Si vous avez pu faire souffler la dame dans un CO-testeur, parce que depuis la crise Covid, eh bien, les services n'ont pas tous repris de faire souffler dans ces CO-testeurs. Donc, si on fait souffler dans le CO-testeur le chiffre qui s'indique à condition que la femme ait déjà fumé un petit peu le matin pour que ça soit bien interprétable, permet de trouver approximativement la dose du patch. Mais sinon, on peut se baser sur cette équation, une cigarette, 1 mg de nicotine. Donc, une dizaine, 10-12 cigarettes, c'est un patch 14 et une vingtaine de cigarettes, c'est un patch de 21, par exemple. Si on fume des roulés, eh bien, il faut doubler la dose. Et toujours proposer des formes orales que la patiente va choisir. En cas d'usage de cannabis, il faut bien doser, hein, aussi parce qu'avec les joints, il y a besoin aussi de bien doser pour être soulagé. Donc on peut commencer par, 1 joint avec 2 milligrammes et monter très progressivement, les revoir rapidement ou monter, les convier à téléphoner tous les 2 jours, jusqu'à trouver, rapidement une dose où elles se sentent bien soulagées. Alors, bien expliquer aux patientes les signes de sur et sous-dosage. Donc, souvent, les patientes craignent un surdosage par rapport à leur bébé, elles en ont très peur. Le danger, ce n'est pas le surdosage, on est rarement en surdosage. Les signes du surdosage, il faut leur expliquer. C'est comme quand vous avez fait la fête, trop fumé, trop abusé. Eh bien, on est un peu écœuré de la cigarette, on n'a pas envie d'en prendre. On est nauséeuse, on a la bouche pâteuse, des palpitations, mal à la tête, on peut avoir des petits troubles digestifs, et cetera. Il n'y a aucun danger, on enlève le patch et au bout d'1 heure ou 2, les signes s'estompent et on remet qu'un dosage beaucoup plus faible. Alors les femmes enceintes supportent très, très mal psychologiquement ces surdosages et parfois elles ne veulent plus utiliser les patchs tellement qu'elles ont eu peur pour leur bébé. Donc il faut être assez vigilant, mais c'est quand même assez rare de surdoser, hein. Le danger, c'est plutôt le sous-dosage qui fait qu'elles ne trouvent pas d'efficacité, qu'elles n'ont pas l'impression d'être bien prises en compte. Donc les signes de sous-dosage, vous les connaissez, énervé, stressé, irritable, en colère, agitation, nervosité, bien sûr, cette forte envie de fumer, parfois des troubles du sommeil, mais les troubles du sommeil, on peut les avoir dans les 2, dans le sur et le sous-dosage, des difficultés de concentration, des troubles de l'humeur, augmentation de l'appétit. Donc, pensez à un dosage suffisant. Alors, on peut organiser le suivi. Soit la patiente dit qu'elle veut arrêter brusquement, soit elle est un peu stressée et elle préfère y aller doucement. Mais en y allant doucement, il faut la substituer comme si elle allait arrêter de fumer. C'est-à-dire que c'est le même dosage des patchs et lui donner aussi les formes orales pour qu'elle essaie d'espacer au maximum ses cigarettes. Alors, il n'y a pas de schéma rigide, on fait du sur-mesure.
Ce qu'il y a, c'est de ne pas mettre la pression, de dire aux femmes: «Avec ce traitement-là, vous me direz combien vous avez pris de pastilles, par exemple, et combien, avec ce patch, et tant de pas et le nombre de pas vous me marquez le nombre de pastilles et le nombre de cigarettes». Ça permet de voir où est-ce qu'on en est au niveau du dosage et d'avancer. Alors le danger, c'est l'échec, et l'échec, c'est qu'on ne traite pas assez, on ne dose pas assez, et les traitements sont trop courts, hein. Chez les femmes enceintes, du fait des modifications hormonales, eh bien, on va et puis de la prise de poids, on va être amené à traiter toute la grossesse, même si on la prend en début de grossesse. C'est rare qu'on arrête, une substitution pendant la grossesse. On est souvent amené à traiter toute la grossesse, et parfois même augmenter le dosage en cours de grossesse, même si elles sont en arrêt, pour éviter des cravings trop importants. Donc il n'y a pas de schéma, on ne peut pas leur dire quand c'est qu'on arrêtera le traitement, et on ne peut pas leur dire, quand c'est qu'elles arrêteront complètement de fumer. Donc on navigue un petit peu à l'œil. Voilà, donc on essaie d'adapter. J'ai consigné dans le dossier ce que j'ai fait, donc j'ai tracé, j'ai marqué les consommations, comment elles évoluaient. J'ai vu aussi si la patiente venait, à ses consultations, si elle, prenait bien son traitement, et l'objectif, c'est quand même d'améliorer la santé de la mère, de l'enfant et du futur, enfant et adulte, par la suite. Alors, on peut s'aider d'outils, hein, le test de Fagerström, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez vous aider, si vous le souhaitez, hein, d'échelles de motivation et d'échelles de confiance de 0 à 10. Quelle est votre motivation? Donc ce sont des petits outils pour travailler la motivation, la confiance, et aider les patientes à avancer dans leur idée d'arrêt. Prendre en charge le syndrome anxio-dépressif, je suis obligée d'avancer un petit peu vu l'heure qui défile. Donc prise en charge du syndrome anxio-dépressif, prise en charge aussi des comorbidités, de l'alcool qui peut persister de façon, plus ou moins intense, ainsi que des consommations de cannabis ou d'autres produits, licites ou illicites. Et aussi, on fait une prise en charge globale avec des conseils d'hygiène de vie, de diététique, exercice physique, et cetera. Prendre en compte le sommeil, bien sûr. Et cette prise en charge, elle est pluridisciplinaire, si besoin. Donc on peut orienter vers une diététicienne, une psychologue formée au TCC, une sophrologue, un addictologue, un psychiatre, si besoin, hein, pour certaines, femmes. En tout cas, orienter chez le dentiste. Pourquoi? Parce que les femmes qui sont fumeuses sont plus à risque de germes anaérobies et à Gram négatifs qui peuvent entraîner, des infections et des accouchements prématurés. Donc le dentiste, hem très important. Ne pas hésiter à relire les recommandations, du CNGOF de 2020, pour, renforcer un petit peu, heu, ses connaissances et compétences sur la prise en charge des femmes enceintes. Conseiller des consultations de suivi rapprochées, surtout au début quand vous voyez la patiente, voyez-la quand vous commencez un traitement, de substitut, voyez-la sous 8 jours, ou si possible qu'elle soit revue par, un tabacologue sous 8 jours pour réadapter la dose et la monter, si besoin, progressivement. Alors les questions que l'on voit souvent, c'est: «Est-ce qu'on peut fumer avec un patch?» Oui, mais il n'y a pas de risque supplémentaire. Si on fume avec un patch, soit c'est qu'on n'est pas assez dosé, et donc ça permet d'avoir sa dose, et donc là, il va falloir monter la dose de la substitution. Soit c'est que, psychologiquement ou sur le plan comportemental, la personne n'est pas prête à un arrêt complet, ou sauf si la personne n'avait pas encore décidé complètement, de viser l'arrêt. Donc on ne retire pas le patch quand, on fume, ça sert à rien, mais plutôt rajouter, des patchs, ou rajouter, un peu plus de forme orale pour éviter de prendre des cigarettes. Alors les problèmes rencontrés, ce sont, souvent des insomnies, donc il faut adapter la posologie, hein, quand il y a des insomnies, et on peut parfois passer sur des patchs sur 16 heures, ou utiliser les patchs sur 24 heures et les enlever le soir, c'est pareil.
Pour ce qui est des intolérances cutanées, ben, il faut varier les sites des patchs, éventuellement changer de marque si, on réagit trop avec une marque. Et souvent les patients ont peur d'être sous patch, à vie ou sur, du très long terme. Eh bien, on sait que même s'ils étaient, sur du très long terme, sous patch, il y a pas d'impact, ça on a du recul par rapport à ça. C'est toujours mieux que de rester fumeur, mais en fait, personne ne reste accro au patch parce que, le patch délivre en continu, il y a pas de pic de nicotine, donc on n'est pas accro et tôt ou tard, les patchs, ça s'arrête, assez facilement. Il faut passer le cap, de l'arrêt et donc il y a plusieurs mois, parfois il faut 6, 8 mois. Chez les femmes enceintes, c'est souvent toute la grossesse et aussi sur la période du postpartum qu'on est amené à les substituer par patch ou, effort moral, parce que ce sont des périodes, le postpartum, ça fait partie des périodes de vulnérabilité aussi, de risque de reprise important. Donc on sait que si on substitue, si on met des substituts nicotiniques versus, des traitements par placebo et bien avec les substituts, on réduit les risques d'accouchement prématuré. Les scores de développement, des enfants sont meilleurs à 2 ans chez les femmes qui ont reçu des substituts, versus, du placebo, pendant la grossesse parce qu'elles ont baissé leur consommation tabagique même si elles n'ont pas arrêté de fumer. Et en cas de faux pas, il est recommandé de poursuivre la substitution. Bien souvent, quand on va dans les services, on voit, le personnel qui dit: «Oh ben, elle fume toujours, donc c'est pas la peine qu'elle mette les patchs, ça sert à rien». Eh bien si, parce qu'avec le patch, ça lui permet de moins tirer fort sur ses cigarettes et ça lui permet d'absorber moins de produits toxiques, donc toujours poursuivre la substitution. Alors, on a vu, fleurir sur les paquets de substituts nicotiniques, ces hem logo qui mentionne que, ce produit est dangereux pendant la grossesse et donc, les femmes, hésitent toujours à prendre, les substituts nicotiniques. Il faut leur expliquer que ça a été mis par une députée, qui, a pris un traitement antiépileptique, qui était, dangereux pour les enfants et elle a eu des enfants, concernés par, la prise, de ce traitement. Donc elle s'était mis dans l'idée de faire apposer ces logos, sur tous les produits, pour les femmes enceintes. Mais, le CRAT, vraiment, dit qu'il n'y a pas de souci. On a beaucoup de recul maintenant depuis de nombreuses années. On n'a jamais eu de problème avec les substituts nicotiniques, pendant la grossesse, sur les enfants. Au contraire, il vaut mieux substituer pour éviter d'avoir trop de produits, du tabac. Donc bien rassurer les mamans qu'elles peuvent utiliser ces substituts nicotiniques. Alors le choix du substitut est important. Alors pour faire un peu vite et finir le diaporama dans les temps, les femmes préfèrent les patchs et l'inhaleur et les femmes globalement, elles ont des meilleurs résultats, de sevrage avec l'inhaleur. Hélas, l'inhaleur n'est pas remboursé. Diapo suivante. Voilà, donc les substituts nicotiniques sont actuellement remboursés comme tous les autres médicaments à 65 et les mutuelles, font le complément et les patients en ALD sont remboursés à 100. Je vous incite à aller sur le site Amélie pour voir quels dispositifs sont parfaitement remboursés. Ils le sont presque tous, hein et les prescripteurs, ce sont les médecins, sages-femmes, infirmiers, médecins du travail, dentistes, kinés et sages-femmes. Les sages-femmes qui avaient déjà le droit de, prescrire, eh bien, ont vu leur droit, s'ouvrir aussi à tout l'entourage des femmes enceintes. Alors le stress, souvent est invoqué pour, ne pas arrêter de fumer ou pour la reprise. Il faut savoir que la cigarette, c'est un excitant qui va augmenter les sécrétions des hormones du stress et en particulier du cortisol et à l'arrêt du tabac, les ex-fumeurs se déclarent, plus calmes.
à distance bien sûr de l'arrêt, ils sont beaucoup plus calmes, beaucoup plus zen. Donc l'arrêt du tabac, va permettre aux personnes d'être, plus zen. En attendant, on peut les inciter à utiliser des méthodes anti-stress et anti-craving comme la cohérence cardiaque, la relaxation, le yoga, la méditation, les TCC. Alors les bénéfices pour la grossesse, eh bien tout arrêt est bénéfique, quel que soit le terme et quel que soit le taux de monoxyde de carbone au départ. 8 heures après l'arrêt, il y a une diminution du risque de mort fœtale in utero. Au bout de 24 heures, il y a une diminution des métrorragies. Au bout de 48 heures, il y a une normalisation de l'oxygénation du fœtus, une reprise de la croissance du fœtus, de l'appétit maternel et le bébé va bouger davantage. Et au bout de 3 jours, eh bien, il y a une diminution du risque de prématurité et de rupture prématurée des membranes. Donc, tout est bénéfique pour arrêter de fumer et on le voit très, très rapidement. Vous pouvez disposer des questionnaires dans les salles d'attente des maternités. Il y a le questionnaire du GEGA que vous pouvez vous procurer, qui est souvent utilisé, mais il y a aussi les réseaux périnates qui ont fait des questionnaires. Donc, dans le Grand Est, vous avez peut-être un questionnaire qui a été fait, ou bien chaque maternité à confectionner son propre questionnaire. N'hésitez pas de manière à repérer les vulnérabilités. L'objectif, c'est de prendre en charge de façon globale le vécu de la grossesse, le couple, l'alimentation, l'exercice physique, le sommeil, tout ça en consultation de tabacologie. Il faut chez les femmes enceintes éviter les surdosages parce qu'après, elles sont très résistantes à l'idée de prendre un traitement. Je suis plutôt favorable à une augmentation progressive des doses et rapide, quitte à leur expliquer au départ, vous prenez telle dose et d'ici 48 heures, si vous avez encore trop envie de fumer ou si vous fumez, vous montez de 7 milligrammes en 7 milligrammes. Heu, on y va progressivement de manière à pas risquer un surdosage pour celles qui sont très craintives. Bien expliquer les formes orales avec le risque de modification du goût des femmes enceintes et surtout leur dire que la durée du traitement, elle est imprévisible, surtout du fait de la grossesse. Alors les messages qu'il faut vraiment bannir, c'est que les substituts sont contre-indiqués pendant la grossesse, on l'a trop entendu, ou alors qu'il faut donner que des faiblement dosés. Beaucoup de pharmaciens encore disent que chez la femme enceinte, on peut prendre soit que des pastilles, soit que, des patchs très faiblement dosés, ce qui est, une perte de chance pour les patientes. Toujours ce message, qu'il vaut mieux fumer quelques cigarettes plutôt que d'être stressé, il faut vraiment le bannir. Alors certains vont dire qu'il ne faut pas fumer avec le patch, que c'est dangereux, donc ça aussi, c'est un faux message. Pendant l'allaitement, on n'a pas le droit de prendre des substituts ou on n'a pas le droit de fumer. Ce sont des faux messages également. Heu, voilà, tous ces messages qu'il faut connaître et bannir. Il y a beaucoup de fausses informations en ce qui concerne le tabac et le traitement du tabac. Alors aux entretiens suivants, c'est renforcer le positif, toujours valoriser les efforts. Il faut évaluer. Est-ce qu'elle est en manque? Est-ce qu'elle souffre de ce manque? Est-ce qu'elle a beaucoup de craving? Est-ce qu'elle a un syndrome anxio-dépressif? Comment est son humeur? Comment est son stress? Est-ce qu'elle a déjà pris, du poids? Est-ce qu'elle est constipée en raison de l'arrêt de tabac? Est-ce qu'elle a des troubles du sommeil? Est-ce qu'elle a pu faire un peu d'activité physique qui va réduire son craving? Tout ça, c'est, évaluer globalement, comment se passe, l'arrêt. Valoriser et prévenir la rechute et revoir la patiente à un rythme qui correspond à ses besoins et au début, c'est bien de la voir toutes les semaines, puis espacer si elle se sent, assez sûre d'elle, en sachant qu'elle peut vous contacter par téléphone si besoin, s'il y avait un souci. Alors l'allaitement maternel, eh bien, aussi, hein, c'est important d'arrêter de fumer quand on allaite et pourtant il y a une motivation qui est moindre pour débuter l'allaitement. Elles ont peur d'intoxiquer leur bébé, elles l'ont déjà intoxiqué pendant la grossesse et donc si elles n'ont pas arrêté de fumer, à ce moment-là, elles se disent qu'en fumant, heu, il vaut mieux pas donner, encore du poison à son bébé. Donc la motivation est réduite. La durée de l'allaitement est plus courte parce que souvent, il y a, des coliques
et donc c'est un peu le prétexte pour arrêter aussi l'allaitement. Et parfois, elles ont envie aussi de reprendre un tabagisme non contrôlé. Elles sont dans la frustration et elles veulent aussi, reperdre très rapidement du poids. Donc une motivation à allaiter qui est réduite quand même par rapport aux non-fumeuses. Alors pour ce qui est de la quantité de lait, les études sont contradictoires. En termes de qualité, il y a un taux de lipides, de protides, de vitamine C, de certaines, substances immunitaires qui sont abaissés chez les fumeuses. La nicotine, du tabac et de ses métabolites passe dans le lait maternel. La nicotine est métabolisée plus lentement par l'enfant que par sa mère puisque son foie est immature et donc idéalement, c'est bien sûr quand on allaite de se sevrer du tabac. Le passage de la nicotine, bien, c'est la demi-vie dans le lait, elle est la même que dans le plasma, entre 1 heure et 1 heure et demie. Si on met des patchs, eh bien, la concentration de nicotine dans le lait, elle est 2,5 fois inférieure à celle de la cigarette. Et les gommes et les comprimés ont une demi-vie courte, mais les taux sont moins réguliers. Donc, si on prend des gommes ou des pastilles, c'est les prendre juste après la tétée pour éviter que le bébé prenne trop de nicotine. Et c'est pareil, si elle garde quelques cigarettes, c'est les prendre juste après la tétée pour que le bébé ne prenne le moins possible de nicotine. Le passage des autres produits dans le lait sont beaucoup moins étudiés, voire quasiment pas étudiés. Alors quand on fume en postpartum, il y a un risque augmenté, même si on allaite, d'infections respiratoires basses, d'asthme. On augmente le risque de déficit cognitif par la suite, mais ça, c'est toujours aussi à prendre avec des pincettes. Par contre, ce qui est important, c'est les coliques du nourrisson qui sont bien augmentées. On retrouve aussi un excès d'obésité et de mort inattendue du nourrisson quand on allait et qu'on fume. Il n'y a pas de preuve de protection sur le plan immunitaire par l'allaitement maternel chez les mères fumeuses, contrairement aux mères non fumeuses où là, on constate une bonne protection immunitaire. Ce qu'il faut éviter, c'est de dormir avec son bébé quand on est fumeuse parce qu'on exhale les produits du tabac dans la nuit, même si on n'a pas fumé trop tard le soir, et bien quand même, on exhale ces produits-là et ça peut augmenter quand même les morts inattendues du nourrisson. Diapo suivante. Alors, juste quelques mots sur la vape. Donc il y a une persistance si on est, sous vape, de l'exposition à la nicotine, mais pas plus que si on fume ou si on prend, des substituts nicotiniques. C'est pas là le problème. Le problème, ce sont surtout les arômes qui sont rajoutés parce qu'ils sont très peu étudiés, ces arômes et l'impact de ces arômes sur la santé du fœtus et du nouveau-né par la suite. Donc c'est surtout les produits rajoutés qui posent problème. C'est un principe de précaution dans l'état actuel des connaissances. Donc il est déconseillé d'inciter à prendre la vape pendant la grossesse. Par contre, si une femme est sous vape, qu'elle ne veut pas passer sous substitut nicotinique et qu'elle est à risque de fumer, il vaut mieux lui laisser sa vape que de prendre le risque de la revoir devenir fumeuse. Alors les incitations financières, j'avais, juste abordé tout à l'heure. C'est efficace pendant la grossesse. Il y a eu 2 méta-analyses chez les femmes enceintes, qui ont montré, une positivité, sur l'arrêt, notamment sur, les femmes, les plus vulnérables et précaires. Ce sont elles qui sont les plus fumeuses et ça améliore les constantes du nouveau-né et ça permet d'augmenter la durée de l'allaitement, mais ça n'a pas été retrouvé dans toutes les études. Et juste quelques chiffres sur la diapo suivante de l'étude qui a été faite en France par Yvan Berlin dans 16 centres, on a retrouvé une abstinence continue de 16% versus 7% dans le groupe contrôle, donc très significatif, avec des taux d'abstinence qui sont significatifs dans le groupe avec récompense financière. Il y a une diminution significative du craving et un temps moyen de reprise qui est beaucoup plus tardif.
et on a nettement moins de complications néonatales et en particulier d'hospitalisation en réa néonatale. Alors, si la femme n'arrête pas, ne pas hésiter à l'orienter vers les sages-femmes tabacologues, travailler sur la réduction des risques en la substituant au maximum pour qu'elle inhale le moins possible de monoxyde de carbone, mais aussi le moins possible de tous les autres produits. Il faut lui conseiller de fumer à l'extérieur de la maison. Quand elle a fumé, de se laver les mains, de changer son t-shirt ou son pull, de ne pas fumer ni dans la voiture, ni dans la maison et jamais en présence de l'enfant et de ne pas dormir avec l'enfant. Donc attention pour les femmes enceintes avec les cigarettes roulées, la chicha, le cannabis, les cigarettes sans nicotine qui délivrent des taux de monoxyde de carbone très élevés. Attention aussi, principe de précaution pour la cigarette électronique. Donc en postpartum, eh bien, c'est un gros risque de reprise en postpartum. Diapo suivante. Les risques sont les risques anxio-dépressifs. C'est une période où le moral chute. Il peut y avoir des petites dépressions ou même des dépressions plus sévères. Donc attention, c'est en plus plus fréquent chez les fumeuses. Il faut prendre en compte l'environnement familial, professionnel et amical qui peut être fumeur et qui augmente le risque de reprendre le tabac, ainsi que la prise de poids. Si elle a été très élevée, la femme risque de reprendre son tabagisme pour retrouver plus vite sa ligne. Attention au stress, aux événements douloureux qui peuvent survenir à cette époque-là et aussi de façon non négligeable les fêtes avec de l'alcool. Voilà, les situations à risque, c'est quand l'arrêt est envisagé uniquement pour le bébé. Donc là, le bébé ne dépend plus physiquement de sa maman, le cordon est coupé et donc on refume, ça c'est le risque. Et donc là, à ce moment-là, les reprises sont assez rapides. Attention à l'arrêt de l'allaitement. L'allaitement permet de retarder en fait la reprise. Attention à ce baby blues, à la reprise du travail, du stress et au tabagisme du conjoint. Voilà, au total, est-ce que j'ai bien posé les questions suivantes? Fumez-vous? Quoi? Combien? La question des autres produits, dont l'alcool. Est-ce que vous souhaitez arrêter de fumer? Et ensuite, je vous conseille d'arrêter de fumer. J'ai remis un flyer, j'ai adressé un tabacologue, j'ai fait mon ordonnance de nicotine et j'ai tracé dans le dossier ce que j'ai fait. Donc, ça peut prendre que moins de 5 minutes si vous êtes pressé. Voilà, donc idéalement, c'est la prévention, même à l'adolescence, quand on délivre une contraception, de dire que quand elles vont vouloir une grossesse, avant d'arrêter la contraception, c'est mieux d'arrêter de fumer, c'est plus simple. C'est important aussi de former des professionnels au sevrage tabagique et à être motivé à prendre en charge ce sevrage. Il ne faut pas hésiter à aborder le sujet à chaque occasion. Ne pas hésiter aussi à initier un traitement de substitut, à orienter la patiente vers une sage-femme tabacologue. Voilà, l'idéal, c'est que toutes les maternités disposent d'une équipe pluridisciplinaire pour prendre en charge ces patientes. Et donc, c'est aussi important d'avoir une prise en charge globale, communautaire, pour aborder les risques de santé et les risques psychosociaux. Voilà, donc après, faut-il plaider pour une prise en charge spécifique, la médecine selon les sexes, le genre, la médecine genrée. C'est vrai que les femmes n'ont pas le même tabagisme que les hommes et les femmes enceintes, c'est encore quelque chose d'un peu plus particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition. On a un peu dépassé le temps, mais on a eu quand même quelques soucis techniques et on a démarré un peu en retard. Alors, je vois une question. Est-ce que les puéricultrices peuvent prescrire? Les puéricultrices, vous êtes infirmière, donc bien sûr que vous pouvez prescrire et au contraire, ne vous privez pas de prescrire. Alors, je vous entends pas, vous pouvez Oui, poser votre oui, question vous m'entendez? oralement? Oui, là, oui, je vous entends très bien. Oui, oui, bonjour, merci pour votre expo. Sur la première, je suis un peu étonnée sur, une des premières, diapos. Vous parliez que la nicotine avait quand même une toxicité. Alors quand la femme Alors, fumait, la nicotine de la cigarette, donc est-ce qu'on retrouve la même chose dans les patchs, dans les substituts en fait, hein, relargage des catécholamines et cetera, rythme cardiaque accéléré? alors
Oui, alors en fait, la nicotine, quand elle est fumée, il y a des pics de nicotine et c'est ces pics qui sont responsables du relâchage de catécholamines et de la toxicité. Du fait qu'elle soit donnée en patch, il y a, une diffusion très continue, il y a pas ces pics. Donc il y a pas cet inconvénient. OK, très bien. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on peut avoir des petits pics avec les formes orales, mais dans la mesure où la femme a déjà une bonne dose avec le patch, ces pics sont modérés parce que, elles, elles utilisent beaucoup moins ces formes orales. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce Oui, qu'il y a tout une à fait, autre merci beaucoup. question? Voilà, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui? Oui. Donc moi, je suis Isabelle Girard, je suis chargée de projet en PMI et je suis infirmière tabacologue. Je voulais ju alors merci pour cette présentation qui était, très détaillée. Je voulais juste revenir, sur, ce que vous avez dit sur les XAPA. En fait, pour y avoir travaillé, presque 3 ans, je n'ai jamais croisé d'hommes avec des chiens qui venaient prendre ces substituts. En fait, les XAPA sont généralistes, donc le public est très hétérogène. Après, je comprends Oui. tout à fait que pour les femmes enceintes, voilà, ce soit plus C'est agréable compliqué quand d'aller, même. en maternité. Mais c'est dommage Oui. de pas les mettre en partenaire quand même, parce que les XAPA, c'est quand même des experts en addiction, et surtout quand il y a des polyconsommations, ça peut être intéressant de se rapprocher d'eux, même pour avoir ne serait-ce que des conseils, quoi. Alors, je suis d'accord que ce sont des équipes qui sont super formées. Le souci, c'est que, là-bas, elles se retrouvent quand même avec des populations avec pas mal de consommation et elles s'y retrouvent pas, elles se sentent très stigmatisées. Alors ce qui marche bien, c'est quand, il y a une équipe ELSA, qui se déplace, dans la maternité où il y a ou bien quand il y a un bureau qui est un petit peu excentré, ou en début de service, ELSA, ou quand, quand le XAPA dispose d'un bureau un peu identifié pour la maternité où voilà, le public est un peu plus, choisi. Là, ça peut marcher plus facilement, mais elle, aller dans les XAPA, alors qu'elle voit des gens qui, voilà, qui ont quand même, qui sont physiquement très diminués du fait des consommations, pour elle, c'est très culpabilisant. Oui, Et oui, je comprends bien. elles n'arrivent pas à se projeter en étant comme eux, donc Après qu'est-ce ouais, que je fais? après je pense Voilà, qu'il elles se y disent a aussi beaucoup, pardon, il y a aussi beaucoup de représentations et de clichés que peuvent avoir, les professionnels eux-mêmes. Donc ça peut aussi, être transmis, quoi. alors C'est pas comme ça dans tous les XAPA, hein, vraiment, oui, non, enfin mais moi je voyais un après ils public sont vraiment, très, du cadre, qui prend de la cocaïne, aux jeunes, qui jouent aux jeux vidéo, enfin c'est vraiment, très, très varié, quoi. oui, variés. Ça dépend un Ouais. petit peu des endroits, mais bon, c'est quand même très culpabilisant pour une femme enceinte, globalement, quoi. Qui se sent toxico, quoi. Elle se sent toxico et c'est dur pour elle. Alors si la femme a déjà été suivie en XAPA, c'est parfait parce qu'elle connaît l'équipe et elle retourne facilement. Mais si elle n'a pas été suivie en XAPA avant, c'est très, très difficile. Elle par expérience, elles n'y vont pas, quoi. C'est très, Mmh. très rare qu'elles franchissent le pas, hein. Ouais. Bah oui. Mais rien que pour les professionnels, quoi, ça peut être un appui. Rien qu'en termes de Après, c'est conseils, vrai quoi. que les Mmh. oui, oui, après les professionnels sont formés, là, il y a pas de souci, hein, elles sont dans de bonnes mains quand elles y sont, mais après c'est très compliqué de les y adresser. Ouais. Merci. Donc le mieux, c'est d'organiser, un déplacement des professionnels, vers sur des sites un peu plus, neutres. Oui. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc je sais pas si tout a été dit, sûrement pas,
S'il n'y a pas d'autres questions, sinon on va conclure. Je ne vois pas d'autres questions dans Alors moi sur j'ai une la question, liste. mais si ça peut finir sur une note rigolote l'après-midi, cet accent, il vient de Bordeaux, il vient d'où? Moi, je suis de Pau, du sud complet. D'accord, voilà. Voilà, je suis du sud. Charmant. Donc, j'ai fait une formation à l'opposé de la France par visio et hélas, la technique n'a pas toujours bien marché. On a eu une coupure Internet, apparemment, c'était dans le quartier, mais heureusement, ça n'a pas trop duré. Mais désolée pour ces coupures et cette technique. Voilà, mais l'accent, il est du sud. Voilà, un peu de soleil. Alors, on a un Voilà. participant qui demande la communication du diaporama et j'imagine qu'il sera transmis. Alors, j'ai vu que l'enregistrement avait été démarré, mais pas tout à fait au début de la séance. Donc, je ne sais pas si vous allez avoir possibilité de revoir l'enregistrement à partir du moment où il a été enregistré. Ou, en tout cas, le diaporama, vous pouvez l'avoir. Il faut, à ce moment-là, peut-être voir avec Audrey Bayart parce que je lui ai adressé. Je l'ai aussi adressé à Corentin Savre qui devait faire l'administrateur ici et que je n'ai pas réussi à voir. Voilà, peut-être demander à Audrey Bayart si vous le communiquez pour ceux qui étaient là, quoi, pour avoir quelques appuis, pouvoir y revenir tranquillement. Voilà, globalement, vous étiez de quels horizons tous vous êtes tabacologue ou infirmier? Ah, personne ne parle. Bon. Ah, oh non. Puéricultrice PMI. Donc, vous allez avoir l'enregistrement apparemment. Sage-femme, infirmière XAPA, chargée de prévention à la CPAM, sage-femme PMI avec une formation de tabaco. OK. Infirmière de XAPA. Voilà, donc des horizons divers, chargée de mission, prévention PMI, puéricultrice de PMI, etc. D'accord. Bon, eh bien, j'espère que vous allez pouvoir maintenant vous y mettre et que vous allez pouvoir prescrire aux mamans que vous rencontrez pour les aider à arrêter de fumer. Infirmière azalée, oui, c'est très intéressant aussi d'avoir des infirmières azalées formées à la tabacologie parce qu'on voit dans notre région, on a plusieurs infirmières azalées et c'est vraiment super le travail qu'elles font au niveau tabaco. Donc, bon, mais merci à toutes et donc n'hésitez pas à prescrire et voilà, j'espère que ça vous aurez possibilité d'être assez à l'aise maintenant avec les femmes enceintes. Au revoir et je vous dis merci à tous et toutes. Merci, au revoir. Merci, au revoir.